Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Accompagner les enfants dans le deuil et parler de la mort, voici le thème de cette nouvelle interview. Florence est une habituée du podcast. Nous avons déjà échangé ensemble autour des sujets délicats dans notre épisode 48 et autour des accords Toltec pour les enfants dans notre épisode 63. Un proche a vécu il y a peu de temps la mort de sa maman suite à un accident. Je me suis ainsi rendu compte du manque de repères, de rituels et de communication autour de cet événement si tragique. Heureusement, Florence m'a encore une fois donné tant de clés pour accompagner les enfants mais aussi les adultes pendant un deuil. Et j'ai adoré ce moment. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour Florence. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté de participer à nouveau à cet échange autour d'un sujet si douloureux, mais qui mériterait tant qu'on le mette davantage en lumière. Il s'agit de la mort et du deuil en famille. Donc, je vous présente à nouveau, même si nos auditeurs vous connaissent déjà bien. Vous êtes psychologue et une grande habituée de notre podcast puisqu'il s'agit de notre 3e épisode enregistré ensemble. Aujourd'hui, vous allez nous guider, je l'espère, dans la communication et la gestion de ce sujet souvent si difficile à expliquer aux enfants. Et tout d'abord, j'aimerais comprendre pourquoi pensez-vous que la mort est si tabou ? Alors avant, en France, il y a quelques années, c'était pas si tabou, c'est-à-dire que par exemple dans les campagnes, quand quelqu'un mourait, la personne restait dans le lit, tout le village allait le visiter, même les enfants, et les enfants étaient très tôt habitués finalement au sentiment et à la vue même de la mort. C'était pas vraiment tabou, on était vraiment avec le mort, il mourait à la maison, il y avait un accompagnement sur plusieurs jours, ensuite il y avait l'enterrement, donc il y avait un rapport au quotidien et au naturel face à la mort. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que de plus en plus, si on questionne les enfants, très très peu d'enfants ont vu physiquement quelqu'un mourir ou quelques secondes le jour de l'enterrement, mais il y a plus ce lien quotidien qu'on avait avec la mort. Et la mort est devenue tabou, on l'a vu avec malheureusement tous ces épisodes de Covid, etc. Il y avait quelque chose où à chaque fois quelqu'un mourait, il y avait quelque chose à la télé, il y avait un stress, comme si aujourd'hui on ne voulait plus mourir, comme si le fait même de mourir était presque devenu un tabou, comme si avec la médecine, avec toutes nos avancées, on avait le super pouvoir d'évincer et d'éviter la mort. Et je crois que c'est ça qui, aujourd'hui, pose de plus en plus de problèmes, et finalement, c'est un peu l'idée de ce podcast, c'est qu'on ne sait même plus quoi dire, alors que c'est quand même un sentiment des plus naturels et qui nous traverse depuis des milliers et des milliers d'années. Mais aujourd'hui, on se pose la question de comment on pourrait éviter finalement toute forme de souffrance, toute forme de chagrin aux enfants ou à nous-mêmes, qui est quand même un vaste défi. Un vaste programme. Et alors, comment est-ce qu'on peut présenter la mort d'un proche à un enfant ? Je suppose qu'il y a une différenciation à faire également en termes d'âge. Alors, la seule chose qui est importante à retenir, c'est que plus l'enfant est petit, alors ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, 4 ans, peu importe, plus il a besoin d'images mentales pour se représenter la mort. Mais après, il faut pas confondre avec l'enfant qui... alors, juste déjà faire la différence entre la mort d'un parent direct, donc le père ou la mère, qui là est évidemment tragique pour un enfant, même à quelques mois de vie, et la mort d'un grand-parent, d'un oncle, de quelqu'un qui est entre guillemets extérieur à la maison, parce que les enfants, plus ils sont petits, plus ils sont dans cette énergie de vie. Ils viennent juste de vivre, ils viennent juste de naître, pardon. On le voit même à la crèche quand parfois même un parent est malade, les enfants sont tristes quelques instants et puis ils reprennent le jeu. Ils sont tout de suite dans la vie.
Par contre, ils ressentent évidemment aussi les émotions des parents. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peu importe les mots qu'on va trouver pour les enfants petits, parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Parfois, c'est facile à dire, parfois pour d'autres. Si par exemple, c'était sa mère, donc la grand-mère de l'enfant adorée, ça peut être un peu compliqué à dire. Donc, c'est pas tant les mots qui vont être importants, c'est bien comprendre que peu importe comment on va l'annoncer à l'enfant, en fonction de qui il est, il va pouvoir réagir tout de suite ou bien plus tard. Donc, c'est pas parce qu'on va trouver les bons mots, le bon livre, la belle poésie avec un arbre et puis les feuilles qui tombent en hiver et puis le cycle de la vie, que l'enfant va peut-être même très bien réagir sur le coup, mais peut-être que plusieurs mois plus tard, il va réaliser ce qu'est l'absence. Parce que souvent, on a l'impression que quand on annonce quelque chose, tout le monde va pleurer et puis l'émotion va sortir, mais pour beaucoup, ça se passe quand même sur le temps. Donc, ne pas se focaliser en clair sur ce qu'on va dire, même si l'enfant est plus grand, mais plutôt observer en disant, tu sais, là, j'ai quelque chose de fort à t'annoncer. Tu as vu, ce matin, je suis allée à l'hôpital pour voir grand-mère. Là, tu m'as vu, j'étais en train de pleurer, papa est venu avec moi. J'ai eu encore l'émotion quand je t'en parle. Voilà, je voulais te dire, c'est important, je voulais te le partager, que mamie est morte ce matin. Et puis, de voir comment l'enfant aussi réagit. Et puis, surtout, de lui dire que nous, en tant qu'adultes, on est triste. Peut-être qu'il va avoir des émotions chez nous, mais que le plus important, c'est qu'on va en parler sur plusieurs jours. On prendra le temps, parce que peut-être qu'il réalise pas forcément, mais qu'on lui expliquer que ça va pas se faire en une fois, mais qu'on prendra ce temps pour lui. Peut-être on prendra le temps du souvenir, le temps de se rappeler les belles choses, le temps de faire des beaux dessins, le temps de rassembler quelques photos. Prendre ce temps-là, mais pas forcément la première fois. C'est-à-dire que la première fois, on annonce la mort, il y a un temps de silence, et puis après, on voit comment l'émotion réagit. Et on fait en fonction aussi au fur et à mesure que les jours passent. Mais c'est pas les mots qui comptent, c'est vraiment l'intention de dire, en clair, il y aura du chagrin, et ce chagrin, je sais pas trop quelle forme il va prendre, mais je vais l'accueillir. Et vous avez parlé de l'absence. Comment est-ce qu'on s'adapte, comment on accompagne l'enfant qui va comprendre que la mort veut aussi dire absence de la personne aimée? Alors ça, l'enfant, il le comprend très vite, qu'il ne verra plus la personne aimée. Après, les enfants, ils fonctionnent exactement comme nous sur ce point-là, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui auront besoin de beaucoup en parler, et des enfants qui ont besoin de passer à autre chose. Tout comme les adultes, on le voit même des fois face à son conjoint, on a le conjoint qui, lui, une fois que c'est fini, on n'en parle plus, le chagrin reste à l'intérieur, et il va trouver des ressources ailleurs, parce que y penser, ça fait trop mal. Y penser, ça réactive à chaque fois le chagrin. Même, j'ai envie de dire, pour des séparations simples à la crèche, quand les enfants se séparent de leurs parents et qu'ils ne les voient plus de la journée, il y a des enfants, il va falloir leur en parler, il va falloir le ritualiser. D'autres, si on prononce le mot maman ou papa, alors là, ils se remettent à pleurer, on leur montre une photo, c'est la catastrophe. On sait que ces enfants-là, on le voit, ils n'ont pas envie d'en parler. Par contre, pour les autres, ceux qui ont envie d'en parler, soit le parent, lui, peut initier quelque chose justement en essayant de faire un album photo, en parlant des bons souvenirs. Non, tu te rappelles quand mamie faisait ça? Regarde, on a récupéré la cuillère dans sa cuisine. Est-ce que tu veux qu'on cuisine des crêpes comme elle faisait? Peut-être qu'on pourra sentir l'odeur des bonnes crêpes. Tu te rappelles de ce souvenir? La dernière fois, on avait tant rigolé. Et on voit comment l'enfant réagit et surtout comment il s'en saisit et comment lui aussi, à sa mesure, il a envie de participer. C'est-à-dire qu'en nous voyant faire, il y a des enfants qui naturellement vont venir autour de la table, vont découper, vont d'eux-mêmes proposer quelque chose, de faire un dessin ou tout simplement d'en parler. Mais ça, encore une fois, ça se sent en fonction de la réaction de l'enfant. Et puis dans la fratrie, pareil, il y a des enfants qui quitteront la pièce, qui n'ont pas envie parce que peut-être que cette grand-mère, ils leur ont raconté tous leurs secrets et qu'ils sont dans une colère énorme pour l'instant et que c'est pas le moment. Et peut-être que pour le petit dernier, il n'avait pas forcément le même rapport, donc lui, il a envie de participer de cette manière-là. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est soit, en gros, ils n'ont pas envie d'en parler, on prend le temps, peut-être ce sera bien plus tard, soit ils ont envie d'en parler et peu importe la forme, autour des souvenirs, de dire, tiens, même souvent, même au repas, dire, tiens, une petite pensée pour mamie, pour papy, pour tonton, etc. Juste une seconde de manière assez légère. Et puis après, on voit que naturellement, on a moins besoin de le faire. Souvent, peut-être le premier mois, en fonction après du lien qu'on a, mais naturellement, la vie reprend le dessus et on est moins obligé d'être dans ce rituel un peu pour rappeler celui qui est mort.
Donc par exemple, qu'est-ce que vous conseillez par rapport au rituel ou même à la célébration de la date de la mort ou de la date de l'anniversaire de la personne perdue? Alors ça, c'est vraiment en fonction de son envie en famille. Il n'y a pas de règles précises. Après, souvent, on aime bien repenser. On aime bien, mais même ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Ça peut être juste de dire, tiens, on va mettre une fleur si on a envie. Ça peut être une pensée, ça peut être faire un gâteau, ça peut être... peu importe la forme. Mais il n'y a pas de règles par rapport à ça. Est-ce que moi, j'en ai besoin même en tant qu'adulte? Parce qu'il n'y a pas que les enfants. Ou est-ce que je vois que mon enfant, lui, dit « Mais tiens, t'as pas pensé, c'était l'anniversaire de mamie aujourd'hui, on aurait pu... Ah, t'as raison, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour penser à elle ?» Et on se remémore, mais de manière un peu légère, entre guillemets. On n'est pas obligé voilà, d'en faire non plus des tonnes, parce que c'est le plaisir de penser aussi, c'est le plaisir de faire vivre le souvenir en soi. Et ça, les enfants, en général, ils y sont assez sensibles. Souvent même, ça les fait sourire, parce que je donnais l'exemple des crêpes tout à l'heure, mais rien que l'odeur d'une crêpe, si c'est exactement la même recette que cette fameuse grand-mère avec cette tonne de beurre, cette petite pointe de fleurs d'oranger, ça y est, notre grand-mère, elle est là avec nous. Et en mangeant la crêpe, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait de différencier la mort d'un proche de la mort d'un parent, ou je suppose même pour un enfant d'un frère et sœur. Comment aborder cette mort-là? Alors ça, je crois qu'il y a presque aucun mot qui peut aborder un traumatisme aussi grand que perdre sa maman, son papa ou son frère quand on est enfant, enfin même à tous les âges d'ailleurs. Donc là-dessus, je dirais vraiment de pas forcément chercher les mots, mais d'accepter que ça va prendre du temps, d'accepter cette violence et qu'il y a au contraire de pas chercher des choses à l'extérieur comme si ça venait, je trouve, banaliser quelque chose qui est si fort. Quand des fois on se dit, bah voilà, il faut faire ci, il faut faire du yoga, il faut respirer. Non, il y a aucun mot, il y a pas de parade entre guillemets quand il y a quelque chose qui nous prend comme ça de plein fouet. En revanche, avec le temps, effectivement, en fonction de qui on est, ça peut être le père, la mère, le frère, celui qui se sent un petit peu plus fort, entre guillemets, celui qui commence à sortir la tête de l'eau, d'emmener les autres justement vers la vie, de retrouver des activités, de retrouver des plaisirs simples. Mais il n'y a pas de... C'est plutôt de se dire comment on fait pour être encore plus en connexion, en famille, ensemble. Et encore une fois, avec ceux qui aimeront en parler et ceux pour qui ce sera trop dur et qui auront besoin de garder un peu leur jardin secret. Mais ça, je pense que l'accompagnement sur du long terme est important quand justement il y a vraiment quelque chose quand il y a un drame comme ça qui prend toute la place et qui vient finalement un petit peu changer toute la dynamique familiale. Parce que ce qui se passe concrètement, c'est que quand par exemple un parent part, imaginons le père, l'enfant, ça peut être l'aîné, mais pas forcément, souvent va prendre la place du papa. C'est-à-dire que naturellement, la maman peut se confier à lui un peu plus, il va un peu driver les frères et sœurs, ou lui-même fait ce choix, conscient ou inconscient, tellement la douleur peut être grande de devenir en quelque sorte le père, le guide. Et ça, on le voit en psychothérapie chez les adultes, quand ils parlent justement d'un départ de leurs parents quand ils étaient plus jeunes, de se rendre compte à quel point ils ont été le pilier de la famille et que ça les a sauvés quelque part, parce que ça a un petit peu gommé l'absence du père puisqu'ils sont devenus le père. Mais qu'à un moment donné, c'est ça qu'on va travailler, mais des fois 20 ans plus tard, de lâcher cette place qui les a sécurisés, qui les a aidés. À un moment donné, il faut lâcher pour justement redevenir à sa place d'enfant et puis ne plus porter le monde sur ses épaules. Donc, ce qui était bien pour eux au début, aujourd'hui, effectivement, peuvent les entraver, mais à partir du moment où on en a conscience, de pouvoir faire le deuil, parfois 20 ans plus tard, de dire « ça y est, mon père, je sais qu'il est parti ». Donc, faut pas nécessairement essayer de lutter contre cette place qui est prise par un enfant, par exemple quand c'est le cas du décès d'un des deux parents. En fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est presque une question de survie, et pour le parent qui a besoin à un moment donné de sentir que l'enfant est là aussi pour lui, paradoxalement, mais ça marche aussi pour des mamans ou des papas solos. Quand on vit à deux, donc avec adultes et enfants, à un moment donné, ça forme toujours un couple. Même si c'est pas ce qu'on veut,
on se retrouve ensemble et puis on a des sujets un peu plus adultes et puis finalement on fait couple, entre guillemets, couple évidemment, hein, mais c'est évident. Mais en fait, chacun, on choisit pas forcément non plus son trajet de vie. Donc l'idée, c'est de vivre déjà comme on peut et ensuite simplement de se réajuster s'il y a quelque chose qui convient pas, si c'est trop envahissant. Si par exemple, l'enfant n'a plus envie de jouer ce rôle de père, entre guillemets, parce que c'est trop lourd, il a le droit de le dire. Ça l'a aidé un temps, peut-être une année, mais aujourd'hui, il a le droit de redevenir enfant. Peut-être que maman va trouver un autre amoureux et que progressivement, les rôles vont se chacun va retrouver sa place. Mais ça se commande pas avec la tête, en fait. C'est pas en amont qu'on réfléchit, oui, est-ce qu'il faut faire ci ou ça, sinon ce serait trop facile. Les choix, ils se font. Vous savez, quand vous recevez un choc, un grand choc, on dit que parfois vous avez une seconde pour dire je vais me relever, une seconde pour dire là ça va être trop dur, une seconde pour dire ok, maintenant c'est moi qui prends les choses en main. Ça on le voit, mais même pour un divorce, sans forcément parler de la mort, on le voit. Certaines personnes disent maintenant, dans ma tête, ça a été trop loin, maintenant c'est fini. J'agis, je suis comme ci, comme ça, et on est capable presque de se transformer, parfois en une nuit, parce qu'en vrai, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'aller de l'avant, et les mécanismes de défense et tout ce qui s'opère à l'intérieur de nous, presque par magie, se mettent en place assez naturellement. Et parfois, on a des ressources insoupçonnées, notamment face à la mort, de se dire mais jamais je me serais cru capable d'élever mes enfants toute seule, jamais je me serais cru capable de vivre sans mon père. Mais ça, on peut pas le réfléchir avant de le vivre, c'est impossible. Ouais, c'est sûr. Et comment gérer les traumatismes auxquels des enfants peuvent faire face, par exemple, quand ils ont été témoins d'un accident ou quand ils ont accompagné un parent beaucoup à l'hôpital et qu'ils ont pu voir des images quand même assez fortes et souvent violentes, même pour quelqu'un qui est adulte. Comment on peut aider les enfants sur ce sujet-là ? Ce qui fait souvent le plus peur face à des scènes entre guillemets traumatiques, donc une image qui fait peur, peut-être du sang, peut-être quelqu'un d'amoindri, c'est que l'image elle tourne un peu en boucle dans la tête de l'enfant. C'est-à-dire que dès qu'il repense à la personne, il voit exactement cette même image. Un peu comme dans un film d'horreur quand il y a une image comme ça qui vient effracter l'écran, un monstre qui apparaît. On s'arrête comme ça quelques secondes et puis finalement quand l'enfant vient faire un cauchemar, c'est exactement cette image qui réapparaît en permanence dans sa tête. Donc c'est là-dessus qu'on va venir travailler. On dit aussi, par exemple, quand vous avez vécu quelque chose de très 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 violent, comme un attentat ou quelque chose, parfois il y a des cellules psychologiques qui vont faire jouer les personnes à Tetris, par exemple, ou un jeu vidéo très très simple, pour éviter justement que toutes les pensées viennent un peu s'engrammer comme ça dans le cerveau et qu'ils y pensent en boucle. C'est-à-dire que plus l'image est forte, plus il faut vite faire penser à autre chose, en mobilisant le cerveau, un jeu vidéo, quelque chose d'un peu répétitif où on est vraiment à fond dedans et ça évite d'y penser, et ensuite on va y repenser. Et concrètement, quand l'enfant a ce genre d'image, ça peut être intéressant en fonction de qui on est ou de faire appel à un professionnel, mais on peut aussi le faire soi-même, de faire vraiment fermer les yeux à l'enfant, d'essayer de lui faire retrouver cette image traumatique. C'est-à-dire, décris-moi exactement ce que tu as vu. Peut-être mamie était allongée, tu voyais sa main était toute froide, tu as eu peur de ses yeux, il y avait peut-être une tache de sang, peu importe. Vraiment essayer d'être le plus précis possible pour que l'enfant puisse se souvenir nous guider sur ce qui se passe dans sa tête. Et à partir de là, dire ok, maintenant que tu as cette image-là, tu es peut-être dans la chambre ou à l'hôpital, imagine qu'est-ce qui se passerait après. Donc ça n'a rien à voir avec la religion, hein, c'est vraiment une visualisation. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Est-ce que tu pourrais apporter une couverture à mamie si elle a froid, par exemple, si tu as vu que ses mains étaient froides ? Si tu as vu une tache de sang, est-ce que tu pourrais apporter un gant mouillé dans ta tête pour essayer de panser ses blessures ? Est-ce que tu pourrais mettre des fleurs dans cette chambre si tu trouves qu'elle est un peu noire ? Comment tu pourrais la redécorer ? Comment tu pourrais prendre soin de mamie pour qu'elle te paraisse plus jolie ou plus bienveillante peut-être ? Et ensuite, qu'est-ce qu'elle pourrait faire si tu vois que maintenant elle est bien ? Peut-être qu'elle pourrait s'envoler, peut-être qu'elle pourrait sortir de la pièce. Ce serait quoi la suite ? Et l'idée, c'est que à partir d'une image comme ça traumatique, on la regarde bien en face. Donc on regarde le monstre en face en le décrivant le plus simplement, le plus précisément possible. Et comme un voyage, on l'emmène vers une suite. Donc on embellit l'image.
avec l'imagination de l'enfant, hein. Ça peut être des choses après beaucoup plus amusantes, ça peut être un déguisement, qu'importe, ça peut être des doudous, en fonction de l'âge de l'enfant. Et ensuite, on la remet en mouvement. Et ça, on voit, pour l'avoir beaucoup travaillé en thérapie avec les enfants, que ces images traumatiques, mais même d'un simple cauchemar ou d'un simple scène traumatique qu'ils ont vue à la télé, réelle ou imaginaire d'ailleurs, on voit qu'ils sont capables justement de reprendre le pouvoir et de réinventer des belles images mentales. C'est-à-dire qu'on vient transformer l'image mentale en partant du point qui leur fait peur à quelque chose de beaucoup plus doux. Et est-ce que vous conseillez de le faire plusieurs fois ? Ah oui, en général, il faut le faire plusieurs fois. C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant a le processus en tête, ensuite, il est capable de s'en saisir, pas tout de suite, hein, mais disons 3-4 fois après. Souvent, ils le font d'eux-mêmes. Ah, tu sais, j'ai eu peur de cette image. Comment on fait pour la transformer ? Allez, parfois, on sort un dessin, ça peut être un arbre en fleurs, peu importe. Et puis ensuite, ça devient presque un jeu, dire, comment on fait ? Comment on peut le rendre plus beau ? Comment on peut le rendre ? Ah oui, ça nous a vraiment fait peur la semaine dernière. Allez, viens, on transforme tout ça. Un peu comme des petits alchimistes. Mais ceci dit, même si c'est sous forme de jeu, pour nous adultes, ça fonctionne exactement de la même façon. Hein. C'est-à-dire que le cerveau est le cerveau pour nous tous. Alors, on va peut-être pas inventer des paysages en bonbons pour le paysage de la mort, mais en tout cas, on peut quand même inventer des choses qui, en tout cas, nous correspondent à nous. Et qu'est-ce que vous conseillez par rapport, par exemple, aux cérémonies autour de la mort, que ce soit enterrement, incinération ou même ce qui peut se passer juste en amont d'un décès à l'hôpital? Est-ce que vous conseillez aux parents de confronter leurs enfants à ces images-là, de les convier à ces moments-là? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense qu'on peut toujours leur poser la question, déjà tout simplement, de savoir s'ils ont envie de venir avec nous ou pas. En fonction s'ils peuvent parler, les enfants pourront dire. Après, c'est toujours d'accompagner pour moi cette cérémonie aussi avec, comme je disais tout à l'heure, des petites activités. Le mot est pas très bien choisi, mais ce que je remarque en tout cas, c'est que ce soit pour des enterrements de bébés, des enterrements, qu'importe, j'en ai fait pas mal ces derniers temps, je trouve qu'il y a très très peu de temps pour tout ce qui est rituel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un livre d'or, alors surtout avec le Covid, allez, il n'y en a même plus, ou alors vous avez 2 minutes à la sortie de l'église pour écrire à peine un mot, vous n'avez pas le temps de réfléchir, et puis après on fait un petit repas pour célébrer, mais là tout le monde doit partir et on parle même pas du mort, et tout est très très rapide. Et pour les enfants, ça c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas le temps de célébrer, de ritualiser cette mort. On a parlé des dessins tout à l'heure, mais ça peut être prendre le temps d'en parler en famille, de dire tiens, aujourd'hui on va évoquer la boîte à souvenirs, on va ranger ensemble dans sa chambre. Est-ce que tu te rappelles de ça ? Oh, regarde ce petit coquillage, on avait fait une balade ensemble. Oh tiens, c'est le collier de mamie. Est-ce que je parle toujours de mamie pour être plus simple, hein, mais tiens, ça pourrait être. Est-ce que tu veux que je te le donne ? Parce que celui-là, il était important, ce collier. Et c'est de faire vivre en fait l'avant et l'après enterrement. Parce que ce qui pose problème, c'est que dans plein d'autres cultures, on accompagne, il y a un réel accompagnement à la mort, il y a des chants, il y a des danses pendant plusieurs jours, les voisins viennent, il y a vraiment quelque chose sur une semaine, 15 jours qui se passe. Or, en France, comme on en parlait tout à l'heure, l'enterrement, mais là, je voyais ces derniers enterrements que j'ai faits, on a même plus le faire part, parfois on a un texto, vous venez, et puis il se passe 1 heure, et puis c'est fini, et puis tout le monde peut pas venir en plus à la cérémonie, et allez, et voilà, et il se passe rien en fait. On n'a même pas le temps en fait de pleurer, on n'a pas le temps de parler. Et donc créer ça pour les enfants, une sorte d'après enterrement, parce qu'évidemment ça on peut pas le contrôler, hein. Mais en tout cas à la maison, faire venir aussi en petit comité, qu'on le vive ensemble en fait. Mais finalement comme on faisait il y a 50 ans, hein, dans toutes les campagnes ou ailleurs. Déjà, la personne, en général, mourait chez elle ou à la maison. Il y avait ce lien. Et ça, pour l'enfant, ça, c'est important. C'est ça qui leur permettent, de dépasser parce qu'ils ont eu le temps de le vivre. Ouais. Et il ne faut pas croire que les enfants aient si peur que ça de la mort. C'est nous qui en avons peur. Ouais. C'est nous qui, aujourd'hui, on n'ose même plus parler de rien. Mais les enfants, ils sont dans une énergie de vie bien supérieure à nous.
Moi, je me rappelle même quand j'étais petite, ma mère m'avait annoncé la mort de quelqu'un que j'aimais beaucoup, beaucoup. Je devais avoir 6 ans et je la voyais pleurer, pleurer, pleurer pendant des jours. Et moi, je comprenais pas. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait comme ça. Enfin, j'avais compris qu'elle était morte, hein. Et pourtant, je l'aimais vraiment de tout mon cœur. Mais je me rappelle que j'y pensais beaucoup, mais j'étais vraiment dans cette énergie de vie. Alors que pour un adulte, ça prend même des années parfois. Mais pour un enfant, sauf encore une fois si c'est son parent direct, qui est encore différent parce que là il est en pleine croissance. Mais on va dire que la mort plus classique, même si c'est pas le meilleur des termes, mais l'enfant se rebondit bien plus vite que nous et ça faut pas l'oublier. Et comment justement ne pas faire porter le poids de notre deuil à nos enfants? Leur expliquer que c'est notre chagrin. Leur expliquer que nous, on a envie d'être triste et peut-être ça va prendre du temps, mais ça veut pas dire que lui, il doit porter la même tristesse. Donc c'est vraiment, on appelle ça séparer les espaces psychiques. Ça veut dire, moi j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'être triste, mais toi, tu as le droit d'être un enfant et de vivre ta vie d'enfant. Mais tu as aussi le droit de me dire quand c'est trop long, et entre guillemets, quand je te saoule, si je pleure trop, ou si je vais vers la dépression, ou si j'arrive pas à me réveiller. On peut avoir alors on a une phrase évidemment, mais on peut avoir ce clin d'œil avec l'enfant de dire, mais si tu trouves que je suis toujours la tête ailleurs, si tu sais des fois, quand on est triste, peut-être que j'arriverai plus à me connecter à toi. Par exemple, hier, j'étais en train de faire la cuisine, j'étais un peu ailleurs, je repensais à mamie ou papy, et puis quand t'es arrivé, j'ai pas pris le temps de t'écouter. Parce que dans mon cœur, c'était trop, en fait. J'avais pas envie de pleurer devant toi. Mais par contre, aujourd'hui, ça va mieux. Donc je peux prendre le temps de t'écouter. Donc c'est vraiment toujours dire, voilà, j'ai pas réussi hier, lui expliquer pourquoi, en un mot, on n'est pas obligé non plus de s'étaler, et ensuite de revenir vers lui. Parce que ce que ne comprend pas l'enfant, c'est que au-delà du deuil, quand on s'occupe moins de lui, ou quand psychiquement on n'est plus là, on est là, hein, on est là physiquement, on est sur le canapé, mais en vrai on le regarde pas jouer. Parce que notre chagrin fait que on est happé dans un ailleurs. Tout comme l'enfant d'ailleurs qui à l'école, lui, est complètement happé, non pas dans son imagination, mais dans une inquiétude, et il n'arrive pas à apprendre, il n'arrive pas à être là, parce c'est pas qu'il est pas attentif, c'est qu'il est attentif à autre chose, quelque chose qui l'embête à l'intérieur. Ben, nous, parents, on s'en rend pas forcément compte, ou adultes, mais souvent on n'est pas vraiment là. Et le dire à l'enfant, de dire c'est pas contre toi, c'est pas que je m'en fiche de ta super bonne note, ou c'est pas quand tu es venu me raconter un petit problème avec tes amis, je reconnais que j'ai pas pris le temps de t'écouter, ou je t'ai juste dit allez jouer avec d'autres enfants, c'est pas grave. J'ai pas pris le temps parce que j'étais triste. Alors voilà, simplement, pas non plus en faire de trop, mais juste lui expliquer pourquoi on n'est pas là dans notre tête. Et ça, l'enfant est complètement capable de le comprendre. À la différence d'un parent qui a par exemple une incapacité, par exemple vous avez très mal au dos, ou bon là c'est l'exemple est un peu fort, mais un parent en fauteuil roulant, l'enfant va tout de suite comprendre que le parent ne pourra peut-être pas le porter comme il veut ou faire la course, parce qu'il le voit, c'est physique, il se pose aucune question, et souvent l'enfant le vit très bien, parce qu'il a intégré dès le début que ce n'est pas possible, donc il n'est pas dans une fausse espérance. Alors que quand la douleur ou même le handicap est invisible, parce qu'on n'arrive pas à parler de ses émotions, parce qu'on n'arrive pas à être heureux, parce qu'on est bloqué, l'enfant, ça, c'est beaucoup plus compliqué de le comprendre, parce qu'il le voit pas, enfin, c'est pas tangible, en fait. Il a l'impression que le parent, il pourrait quand même faire un petit effort. Donc, lui expliquer, ça lui permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et du coup, de l'accepter plus facilement, même si évidemment, parfois, ça prend du temps. Tout n'est pas magique. C'est sûr que là, en parlant, tout est beaucoup plus simple. Mais juste dire, voilà, si je l'explique pas à mon enfant, il ne va pas le comprendre. Tout comme moi, adulte, parfois je suis au travail et mon patron, peut-être qu'il fait un peu la tête. Tout de suite, je vais croire que c'est de ma faute, que j'ai mal rempli un dossier, que peut-être je n'aurais pas mon RTT, Mais si mon patron me dit, écoutez, je suis désolée, là, je viens de passer une très mauvaise réunion, je serais peut-être même, voilà, je vais pas prendre le temps de discuter avec vous, je sais que vous aviez un projet important, mais là, pour moi, c'est pas le moment. Ah ben là, comme par hasard, je vais beaucoup plus accepter qu'il ne m'écoute pas, parce que je vais pas prendre ça pour moi. Et l'enfant, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire surtout dans une période de deuil où on est dans l'urgence, quoi. Déjà, faut se ressaisir, il y a le quotidien, faut gérer la maison, faut gérer tout l'administratif au niveau de la mort, faut gérer toute la famille. Ça fait un peu beaucoup. Mais pouvoir le dire à son enfant, déjà, ça lui permet aussi de dire, peut-être qu'on en parlera, mais plus tard. Là, c'est trop dur pour moi. Donc peut-être ce sera dans une semaine, peut-être plus.
Mais en tout cas, ça change quand même beaucoup parce que l'enfant a une autre vision de lui-même et de la situation. Et alors, on a beaucoup parlé du deuil. Et maintenant, si on parle de la mort et du concept de la mort, comment est-ce qu'on peut répondre à une question d'un enfant qui va nous demander « mais où il est maintenant ?» Alors ça, c'est la question à des millions d'euros. Il est où maintenant? En vrai, comme personne ne sait, en fonction de ce qu'on a envie d'apporter à l'enfant, ça peut être toujours pareil, plus il est petit, plus il lui faut des images concrètes. Donc ça peut être, maintenant il est dans ton souvenir. Donc à chaque fois que tu te souviens de lui, à chaque fois que tu y penses, à chaque fois que tu le remémores, il est où maintenant? Il sera dans ton cœur. Alors ça peut paraître un peu bisounours, dit comme ça, mais en tout cas ça a le mérite de donner une solution à l'enfant qui ne sait pas forcément vers où placer sa pensée dans un premier temps. Et de pouvoir justement, alors parfois on a des petites, parfois quand l'enfant est petit, on va prendre une montre par exemple et on dit si tu mets ton oreille sur le tic-tac de la montre, c'est comme si tu entendais son cœur et qu'il serait toujours avec toi. Parfois on fait appel à la pensée magique parfois ça peut être un petit objet qui devient l'objet un peu gris-gris que l'enfant peut porter avec lui parce qu'il sent que la personne est là, mais ça encore, ça a vraiment aucun rapport avec nos croyances personnelles. C'est vraiment psychologiquement, on a besoin de ça, en fait. Même un grand sportif, même un grand footballeur, ils ont des gris-gris juste avant de faire un match, parce que faire appel à la pensée magique, on en a besoin toute notre vie. On a besoin ça peut être par une odeur aussi, c'est pas forcément un objet, mais en tout cas, lui donner quelque chose de concret. Et ensuite, lui dire, mais tu sais, il est où maintenant? Il y a que toi qui peux répondre à cette question, tout comme moi, j'ai répondu à cette question dans mon cœur avec ma vision de voir les choses. On peut aussi lui parler de sa propre religion, si on en a une. Mais on peut aussi ouvrir cet espace à l'enfant, dire, moi, je crois que après la mort, on va là. Et toi, tu crois quoi? Qu'est-ce qui t'apaiserait le plus? C'est quoi l'image qui te fait le plus de bonheur? C'est de l'imaginer où? Dans un nouveau paysage imaginaire, dans sa maison, dans un lieu de vacances qu'on a partagé ensemble. Et ensuite, l'enfant, en grandissant, choisit son chemin, que ce soit avec ou sans religion, qu'importe. Mais en tout cas, ça lui permet, pour tous les enfants, ça leur permet de pouvoir faire vivre quelque chose en soi, parce que l'absence, finalement, c'est ça. On dit que le bébé, quand il naît, quand il pleure, parce qu'il a besoin du sein de sa mère, par exemple, ou du biberon, on dit qu'il hallucine sa mère. Ça veut dire que quand il pleure, c'est tellement douloureux pour lui qu'il n'y ait personne. C'est tellement douloureux, il a une faim comme ça le saisit, il a quelques jours, il sait pas ce qui se passe dans son corps, il était parfait dans le ventre, et puis là, des douleurs, il hurle. Et le temps que la mère arrive, en tout cas Freud disait ça, il hallucine sa mère. Alors, j'ai un doute avec Mélanie Klein, mais peu importe. Un des grands psychanalystes disait ça. Halluciner sa mère, ça veut dire je vais tellement l'imaginer, je vais essayer de retrouver dans ma tête des sensations, des petits bouts de son visage, pour qu'elle soit là avant qu'elle arrive finalement. Et ça fait vraiment un bien fou au bébé, puis à l'enfant, puis à nous adultes, de pouvoir penser dans sa tête à quelqu'un. Donc évidemment un mort, mais ça peut être tout simplement à notre conjoint s'il est parti en voyage d'affaires pendant 3 mois. On a besoin de s'imaginer ce qu'on va faire en rentrant avec lui. On a besoin de se dire, tiens, j'aimerais bien qu'il m'emmène au restaurant, et puis on s'imagine, on se projette au restaurant. C'est le même fonctionnement en fait. C'est une absence réelle ou une absence symbolique. Mais en tout cas, on a besoin, surtout aujourd'hui, d'apprendre ça aux enfants. Avec tous les écrans notamment, où les enfants, moi je vois, ont quand même de plus en plus de mal, pour certains en tout cas, à imaginer, à être dans leur tête. Que ce soit évidemment pour les leçons, mais de manière générale pour inventer un jeu libre ou des personnages, ou quand ils s'ennuient, qu'il n'y ait pas de vide dans leur tête. Il y a des enfants, il faut quand même qu'on passe quelques séances pour leur remontrer le chemin de l'imagination, même petits, parce qu'ils sont habitués à ce que l'imagination soit à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils sont l'imagination est dans un écran, donc il y a rien à faire. Tout est l'écran le nourrit comme ça dans sa tête. Et pour la mort, pour faire le lien, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire à partir du moment où je vais aider l'enfant à créer tout un univers dans sa tête, soit par les mots, le dessin, des visualisations, etc. Plus l'enfant il va être autonome. Et ensuite, quand il n'en aura plus besoin, il le fera peut-être plus. Mais là où ça paraissait finalement évident ou naturel avant, je trouve ça ne l'est presque plus.
enfin sans être négative, hein, mais ils ont besoin d'un petit coup de boost, quand même, un petit coup de boost pour revenir dans leur tête. Et est-ce que vous conseillez de parler de la mort sans même qu'elle fasse partie de l'environnement, du contexte familial? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose sur lequel il faut communiquer avec ses enfants, que ce soit pour les préparer ou même pour que ce soit quelque chose qu'ils comprennent dans leur vie de tous les jours? Alors souvent, on dit qu'effectivement, l'enfant, il vaut mieux qu'il vive une situation, mais ça peut être son poisson rouge, son hamster, c'est pas forcément... Mais c'est intéressant que ce soit lui qui amène des questions, parce que si on lui amène tout sur un plateau, ça lui fait penser à des choses dont il n'a jamais pensé avant, et c'est là où ça peut l'angoisser. Tout comme nous adultes, quand on vu les sujets actuels en ce moment, quand on n'y pense pas, ça va à peu près, et puis quand on regarde les actualités et qu'on finalement on vient introduire en nous plein d'idées catastrophes, eh ben on sait plus quoi en faire et on est obligé d'y penser. Parce que nous, en tant qu'humains, on a besoin de trouver des réponses, donc on va chercher dans notre tête, et puis on va essayer d'évaluer, on va demander à son voisin qui n'a toujours pas la réponse. Et pour la mort, je trouve que soit l'enfant vit une situation de mort, ou pose la question, regarde cet oiseau, regarde, souvent, avec les enfants, c'est dans la nature, parce que la nature, elle cache pas la mort, on la voit tout le temps. Ça peut être même une petite fourmi, hein, qu'importe. Mais là, on peut amener le sujet, mais je trouve que c'est important que ce soit eux aussi, parce que ça fait de toute façon partie de leur questionnement. Et surtout, si nous, parents, parce qu'il faut pas oublier que nos parents, on n'est pas toujours à l'aise non plus, et on sait pas quoi répondre. On vaut mieux des fois attendre un peu pour être plus à l'aise. Moi, j'avais une maman qui était très très sympa, elle me disait toujours, bon, moi j'en peux plus, son fils parlait toujours de la mort, un enfant très sensible, très surdoué, qui avait des questions en plus très pertinentes. Et elle dit, moi, la mort, ça m'angoisse, donc je lui dis, faut qu'il arrête, parce que moi, à chaque fois qu'il me parle de la mort, je pense à la mienne, et ça va pas du tout. Du coup, on en avait ri et elle préférait qu'on en parle ensemble. Mais je trouvais ça beau de dire, écoute, chérie, moi, la mort, ça me fait peur. On va en parler avec quelqu'un d'autre. Parce que j'ai pas envie, en fait. Et on n'est pas tous égaux aussi par rapport à ça. Les parents qui peuvent être aussi très hypocondriaques, qui n'ont pas du tout envie que leur enfant leur renvoie la figure qu'ils sont vieux et que bientôt, un jour, ils vont mourir. Alors, il y en a qui en rigolent, mais il y en a pour qui vraiment... c'est pas si simple. Donc on a le droit aussi, en tant qu'adulte, de pas être à l'aise avec tous les sujets et de pas forcément en parler si on n'en a pas envie, en fait. Ou de prendre des supports comme effectivement des livres, des poésies, des choses qui nous aident, mais on n'est pas obligé d'aller toujours très profondément quand on n'a pas envie, ou que finalement ça va angoisser l'enfant parce que ça va lui générer encore plus de questions qu'il n'avait avant. Et de toute façon, personne ne sait répondre à la question de la mort. Donc voilà, proposer quand même au moins un petit chemin de visualisation, et puis après, pour le reste, de laisser aussi la vie prendre le dessus. Bien sûr. Et j'aime beaucoup l'image que vous utilisez aussi par rapport à la nature. C'est vrai que c'est également un support précieux à utiliser avec les enfants qui sont eux-mêmes très sensibles à la nature et qui ont certainement beaucoup de questions aussi sur ce qui se passe dedans. Souvent, il y a une injustice face à la mort. Les enfants ne comprennent pas pourquoi on doit mourir. Mais il y a un philosophe qui a donné cette image que j'aime beaucoup, qui est l'image d'un petit grain de blé. Il dit, mais en fait, s'il n'y avait pas de mort, le petit grain de blé, il pourrait jamais vivre, il pourrait jamais évoluer en épi de blé, il n'y aurait pas de champ de blé, il n'y aurait pas toute cette évolution parce qu'il resterait toujours comme un petit grain de blé. Et que si on veut avoir la chance de voir un magnifique paysage, une magnifique nature, il faut qu'elle évolue. Et qu'à chaque fois qu'elle évolue, forcément, elle naît et elle meurt à chaque fois. Et j'aimais beaucoup cette image de, oui, mais c'est un risque aussi de mourir, mais c'est le plus beau, la plus belle chose, c'est aussi de voir la vie qui grandit, qui évolue, et dans le cycle de la nature, on le voit. Parce que justement, la nature, c'est toujours la promesse d'une renaissance à chaque fois. Même le simple petite graine, la plus petite possible, pourra devenir un arbre immense et retourner à la terre. Et ça, les enfants, en général, ils sont fascinés. Enfin, nous aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire, dans ta main, tu tiens un petit marron minuscule et regarde ce qu'il peut devenir. Mais pour ça, il faut naître et mourir. C'est tellement vrai. On arrive déjà à la fin de cette conversation. Je ne sais pas, Sylvie, si tu avais d'autres questions à poser, mais moi, la toute dernière que je voulais demander, c'était par rapport à des conseils que vous auriez à donner sur des ressources. Vous avez parlé d'histoire tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a des supports que vous conseillez autour du deuil, de la mort, avec lesquels les parents, des ressources qu'ils pourraient utiliser avec leurs enfants sur ce sujet-là.
souvent, moi, ce que je conseille quand c'est possible, c'est vraiment d'inventer l'histoire avec l'enfant parce que ça correspondra toujours à sa vision des choses. Des fois, il existe des petites histoires avec des petits corbeaux, avec des arbres, mais parfois, ça parle pas du tout aux enfants. Et ce qui leur parle, finalement, pour traverser une peur, c'est de parler d'eux. C'est de parler du paysage intérieur qu'ils ont à l'intérieur qui fait peut-être un peu peur au début. Donc, encore une fois, on va les aider à les transformer, d'aller chercher aussi d'inventer la plus belle image qui fait que ce sera du sur-mesure, entre guillemets. Donc, prendre des petites feuilles, en général, les enfants adore dessiner, donc on va créer un livret, tout simplement, on plie les feuilles en deux et on va inventer notre propre aventure, entre guillemets, face à la mort avec un petit oiseau, un petit personnage, qu'importe, et on va lui faire vivre des aventures. Et c'est l'enfant qui va apporter ses questionnements. Donc s'il sait pas écrire, on va écrire et puis il va dessiner. Puis parfois il aura plaisir à écrire un mot ou deux, mais en tout cas on va le faire ensemble. Et ça, en général, c'est la meilleure ressource, c'est celle qu'on a à l'intérieur de soi. Un peu cliché, mais en même temps, c'est vrai, parce qu'on l'oublie un peu parfois, en allant toujours chercher plein de documents à l'extérieur. La mort, c'est quand même ce qu'il y a de plus intime, surtout dans ce qui se passe dans la famille. Donc se connecter à son enfant en le regardant bien dans les yeux, en se prenant la main, en pleurant ensemble, en inventant ensemble une solution pour le chagrin. Je trouve que ça, c'est un très beau cadeau qu'on peut offrir à son enfant et qui fait qu'il y a toujours une forme de présence, une forme de vie dans la mort, du coup, parce qu'il y a ce lien très très fort entre les conversations, les rituels qu'on peut faire. Parfois, ça peut être dans le magasin, j'ai vu la plus belle des bougies. Ah bah tiens, j'ai envie que ce soit la bougie pour la maison. J'ai une amie, quand sa maman est morte, elle a acheté un arbre. Et en fait, cet arbre, ils l'ont mis dans le salon. Enfin, c'est un petit arbre, hein. Et à Noël, ils le décorent. Ensuite, à Pâques. Et en fait, je trouve ça très joli parce que la fois, j'ai touché à la plante. Et ah non, tu touches pas, c'est mamie. Du coup, pardon, je savais pas. Et les enfants, pour eux, c'est mamie. Et ils jouent, ils mettent des Playmobil dans la terre. Enfin, ils sont vraiment autour de cet arbre parce que cette maman avait cette grand-mère avait pris beaucoup de place qu'elle vivait à la maison. Et pour eux, c'est mamie. Et je trouvais que c'était une très belle idée, cet arbre, parce qu'à la fois c'est vivant et à la fois, puis maintenant ils commencent en grandissant, ils y pensent un peu moins. Ouais. Mais l'arbre est toujours là. C'est magnifique. Merci beaucoup Florence, c'était passionnant. Très intéressant. Ouais. Et à très bientôt. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.